Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le samedi 16 novembre 2024. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine de la région. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur le conflit soudanais. Il est intitulé « Où va le Soudan ?» Alors, une guerre fratricide déchire le Soudan depuis le 15 avril 2023. En 18 mois, les affrontements entre les forces armées du Soudan, dirigées par le général Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, et les milices paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, pourraient avoir causé plus de 150 000 victimes civiles dans les bombardements, les massacres et en comptant les morts de faim et de maladies dues au conflit. Les deux armées ont fait le choix d'une victoire militaire totale. Au fil des mois, le conflit s'est propagé dans la plupart des régions, entraînant une multitude de groupes armés et de dizaines de milliers de civils engagés de gré ou de force dans une guerre compliquée par l'intervention de parrains étrangers. Comment évolue ce conflit sanglant ? En faveur de qui penche actuellement le rapport de force sur le terrain? Qui s'ingère dans ce conflit qui risque d'aggraver la déstabilisation de la région? C'est ce dont nous allons débattre avec Mokrana Touarabi, journaliste politique. Mokrana Touarabi travaille beaucoup sur les questions sécuritaires en Afrique. Bonjour Mokrana Touarabi. Bonjour Monsieur Chafaoui. Bonjour à vous, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, comme à chaque numéro de l'événement du Sahel, nous serons également accompagnés par Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques. Bonjour Monsieur Ahmed Kateb. Bonjour Zine Chafaoui, bonjour Mokrana Touarabi et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci à vous Ahmed Kateb. Je vais commencer par vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Ahmed Kateb, est-ce que vous pourriez nous rappeler les raisons de ce conflit? Quels ont été les facteurs déclenchants? Oui, le conflit qui a commencé pratiquement en avril 2023, couvé depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années auparavant, oui. Et il a opposé le chef de l'État, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des armées, à son adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, dit le général Hamiti, chef d'une milice oui. créée à l'époque par l'ancien chef de l'État, Omar al-Bashir. Oui. D'ailleurs, le surnom de Hamiti revient à Omar al-Bashir pour désigner Daglo en tant que protecteur. Oui. Et les forces de soutien rapide sont des forces paramilitaires constituées de soldats recrutés notamment dans la province du Darfour, donc pour aider, soi-disant, les forces armées soudanaises dans les différentes opérations militaires à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on voit que la polarisation entre les deux hommes oui. a provoqué d'abord une crise politique. À l'origine, Ahmed Kateb, je pense qu'il y a une guerre de leadership entre les deux hommes. J'y arrive, parce qu'il y a des soubassements sociologiques, il y a des soubassements politiques avant qu'il y ait des soubassements psychologiques et de caractère personnel à chacun des deux protagonistes. Donc, les deux protagonistes, Al-Burhan et Hamiti, étaient des alliés contre le gouvernement civil de l'époque et ils l'ont renversé tous les deux pour instaurer un système politique basé sur la prééminence de l'armée. Un gouvernement civil qui a été instauré après le renversement de Omar al-Bashir. De Omar al-Bashir en 2019, oui. Mais un gouvernement civil qui s'est, entre guillemets, fourvoyé dans les méandres d'une période de transition qui n'en finissait pas. Oui. Et les deux protagonistes, les deux chefs de l'armée soudanaise, donc El-Burhan et Hamiti, ont décidé de mettre le haut là pour prendre les choses en main, mais
les deux personnes avec des arrière-pensées économiques, des arrière-pensées politiques, chacun a voulu tirer, comme on dit, les marrons du feu. Les marrons du feu ou le tapis sous les pieds de l'autre pour pouvoir prendre le pouvoir et rester uniquement en tant que seul protagoniste et leader politique. Il y a eu un grand différend entre les deux généraux concernant l'intégration des FSR, des forces de soutien rapide, dans l'armée. Je crois que c'est ce qui a fait un petit peu dégoûter, c'est ce qui a fait déborder le vase. Alors, le problème qui s'est posé entre les deux, c'est comment intégrer les forces de soutien rapide au sein de l'armée. Hemeti voulait une période d'intégration ne dépassant pas les 5 années, de 3 à 5 ans, alors que le général Burhan voulait l'étendre jusqu'à 10 ans. Donc, mais le fond du problème reste le partage de la rente, le partage des richesses. C'est pour ça que Hemeti voulait accélérer l'intégration de ses forces au sein de l'armée soudanaise, tandis que le Burhan voulait retarder au maximum. Donc, maintenant, comment assurer cette rente pour le moins possible de personnel politico-militaire? C'était ça le grand souci du général Burhan, alors que Hemeti voulait tout de suite s'accaparer de ses dividendes et de ses richesses. Et on le voit maintenant, après l'éclatement du conflit, Hemeti en roue libre, donc participe au pillage des mines d'or du Soudan pour vendre l'or à des protagonistes extérieurs afin de financer et son armement et l'intégration de quelques brigades des ex-milices Wagner qui lui donnent un coup de main du côté du Darfour. Très bien, Ahmed Kateb, nous allons revenir en détail justement sur les détails de cette confrontation entre les généraux El Burhan et les généraux Hamdan Daglo. Mais justement, Mokhran Touarabi, quelle est actuellement la situation sur le terrain? Donc on enregistre à peu près, nous sommes à 18-19 mois de conflit. En faveur de qui penche actuellement le rapport de force? En fait, il y a une forme de stagnation. Les combats continuent. Si on parle de l'armée nationale soudanaise, qui est dirigée par Al Burhan, elle contrôle 45 à 50% du territoire. C'est beaucoup plus le nord et le nord-est. Les combats sont actuellement concentrés au niveau du centre, autour de Khartoum et Omdurman, mais surtout au niveau de la région sud-ouest, donc le Darfour. Les 4 États du Darfour, c'est beaucoup plus là où sont actuellement concentrés les combats. Il y a le Fachel, le Jazira. Le Fachel, le Jazira, il y a également 3 autres États, donc le Soudan étant composé de 18 États. Vous avez Naïla et vous avez Jnina. Pour le moment, au Darfour, c'est les FSR qui dominent. Au centre, il y a des gains de territoire réalisés ces derniers temps par l'armée soudanaise dirigée par Al Burhan. Et il faut savoir qu'actuellement, il y a une relative accalmie qui est due à la saison des pluies. Mais cette accalmie profite justement aux deux belligérants pour se réarmer, sachant que les FSR sont fortement soutenus par des forces étrangères. Ils reçoivent de l'aide notamment à travers le territoire tchadien. On aura l'occasion peut-être de parler, mais sur le terrain aujourd'hui, voilà, donc il y a une guerre fratricide qui est en train de faucher tous les jours des vies humaines. Vous avez parlé de 150 000 morts. Je vais dire qu'il y a aussi 12 millions de déplacés, près de 3 millions. Ils ont quitté le territoire soudanais. On va parler de la situation humanitaire. Aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a pas de victoire apparente d'un
un camp contre un autre. Oui. Il y a un relatif équilibre. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse aujourd'hui les forces de soutien rapide, c'est le contrôle du Darfour, là où ils sont déjà bien enracinés, puisqu'ils sont nés là-bas déjà. Donc c'est eux qui ont mené la première guerre au Darfour. Ils connaissent bien le terrain, et le chef des FSR, il est issu de la région aussi. Ces combats qui sont concentrés au Darfour et autour du contrôle de la capitale, parce que c'est symbolique. Aujourd'hui, la capitale elle est toujours entre les mains des FSR. Même s'il y a des villes voisines qui ont été récupérées par, notamment à Omdurman, qui ont été récupérées par l'armée soudanaise dirigée par Al-Burhan. Voilà donc la situation. Très bien. Ahmed Kateb, alors, Moukran vient de nous dire que les pluies saisonnières ont interrompu ou limité les combats dans plusieurs régions du pays en juillet et en août. Toutefois, les deux parties en ont profité pour recruter des combattants, se procurer de nouvelles armes, renforcer les lignes de front et former de nouveaux contingents. Est-ce que le conflit risque de s'aggraver durant les prochaines semaines, surtout que nous sommes actuellement en pleine période sèche? Oui, le conflit risque de s'aggraver parce que les deux hommes ont décidé d'en découdre directement, malgré les différents processus, celui de Jeddah, celui de Genève, qui voulaient plus ou moins amener les deux protagonistes à la table des négociations. On voit que c'est l'impasse totale et les protagonistes, bien sûr, se sont donné un coup de répit pour pouvoir respirer un petit peu et profiter pour réorganiser leurs troupes, recruter davantage d'hommes et réarmer avec la saison des pluies. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la saison sèche, gageons que les combats malheureusement reprendront de plus belle et l'enjeu global se déroule autour d'El-Fasher, la capitale historique du Darfour, que les FSR entendent récupérer et cela risquerait même de conduire à un nouveau morcellement du pays. Le Darfour justement, Ahmed Kateb, c'était l'objet de ma prochaine question. Alors, puisque vous parlez de morcellement, alors selon vous, plus ce conflit persiste, plus le risque de fragmentation du Soudan grandit. Donc on risque aujourd'hui d'avoir réellement un problème de fragmentation? On risque d'avoir, bien sûr, un problème de fragmentation, d'autant plus qu'il y a de nouveaux groupes qui apparaissent ça et là, notamment le fameux bataillon de l'Est, qui vient s'ajouter aux deux protagonistes. Ce bataillon de l'Est est entraîné en Éthiopie et est entré en guerre et devient une troisième force, disons, armée, qui vient s'ajouter aux deux protagonistes, l'armée gouvernementale et les forces de soutien rapide. Maintenant, les risques de morcellement sont là, parce que, notamment, si on rajoute le Darfour, qui depuis plusieurs années risquait justement d'imploser, il y a également un risque du côté du Kordofan. Donc, le Soudan risque vraisemblablement, à défaut d'une balkanisation, c'est le scénario somalien qui pointe du nez et risque de coûter très cher à ce grand pays arabe d'Afrique. L'intégrité territoriale et à l'unité du Soudan. Du pays, tout à fait. Oui. Alors, donc le Soudan est confronté à un risque réel de fragmentation. Les acteurs sur le terrain sont dans une logique de guerre totale. Alors, comme nous l'avons dit, Moukran et Touarabi, en début d'émission, la guerre est compliquée par l'intervention de parrains étrangers. Alors, quels sont ces parrains étrangers? Est-ce que nous assistons aussi à une guerre par procuration? Oui, on peut le dire ainsi. De toute manière,
Depuis le début du conflit, il y a eu des ingérences étrangères flagrantes. Les milices, les forces de soutien rapide ont reçu beaucoup de soutien, notamment d'un pays qui s'appelle les Émirats arabes unis. C'est connu de tout le monde. Il y a eu même le représentant du Soudan au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'ONU qui a justement interpellé les autorités tchadiennes par rapport au fait qu'ils autorisent justement l'aide envoyée par les Émirats de transiter par le Tchad. Oui. Bien évidemment, les autorités tchadiennes ont démonté cette information qu'ils ont qualifiée d'allégation mensongère, mais la réalité elle est là. Ayant donc entre les mains les gisements d'or au Darfour, les FSR ont de quoi justement payer des mercenaires qui viennent de la région. Oui. Bien évidemment, les Janjaouides sont impliqués, mais il y a aussi du côté de l'armée nationale libyenne qui donne un coup de main. C'est un retour d'ascenseur parce que les FSR ont par le passé aidé l'armée nationale libyenne dirigée par Haftar. Aujourd'hui, il y a aussi un appui et une aide qui vient de la Libye, donc de Haftar. Oui. Il y a les Émiratis qui envoient des armes et des munitions et qui financent aussi. Et vous avez le Tchad qui a une responsabilité dans tout ça. Il sert de base logistique. Il sert de base logistique et de transit de mercenaires qui viennent justement donner prêter main forte et renforcer les effectifs des forces de soutien rapide dont ils sont actuellement à plus de 100 000 hommes armés, lourdement armés. C'est ce qui attise aujourd'hui, c'est ce qui complique aussi même les négociations. Il y a eu des épisodes de négociations qui n'ont pas abouti à quelque chose de concret. Le premier point, c'est un cessez-le-feu immédiat pour justement permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Voilà, donc la responsabilité de puissances étrangères dans l'aggravation de cette situation et la continuité du conflit, elle est établie. Tout récemment aussi, des diplomates soudanais à l'étranger, notamment en Espagne et en Algérie aussi, ont interpellé la communauté internationale pour qu'ils fassent pression sur tous ceux qui soutiennent justement les milices qui sont en train de massacrer des civils au Darfour, pour justement faire pression sur elle afin qu'ils cessent ce soutien et qu'ils permettent justement la création des conditions du retour à la table des négociations. L'armée soudanaise dirigée par Al-Burhan a un soutien des pays voisins qui justement travaillent pour qu'il y ait, notamment l'Égypte, qui travaille pour le retour à la stabilité. Il y a l'Arabie Saoudite et les États-Unis qui sont les chefs de file de la négociation. Mais évidemment, sans le soutien et sans l'ingérence étrangère, peut-être le conflit aurait pu se terminer bien avant. Très bien. Ahmed Kateb, alors on le voit, c'est un conflit où il y a beaucoup d'acteurs extra-régionaux. L'acteur extra-régional dont on parle le plus souvent est bien évidemment les Émirats arabes unis. Bon, il y a des rapports des Nations Unies, il y a des rapports d'organismes spécialisés qui attestent effectivement que ce pays se tient aux côtés des FSR, des forces de soutien rapide dirigées par le général Ahmed Daglo. Pourquoi ce pays est tant impliqué au Soudan? Qu'est-ce qui intéresse le plus les Émirats arabes unis dans cette partie de l'Afrique? Donc déjà les Émirats avaient considéré quelques milices soudanaises comme des supplétifs, notamment dans une guerre par procuration qui se déroulait au Yémen. Et les mercenaires soudanais étaient très actifs dans les combats contre le groupe Ansarallah, plus connu sous le nom des Houthis, entre 2015 et 2020 pratiquement. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont une stratégie de projection de puissance et de puissance maritime. Mais les Émirats ont beaucoup investi au Soudan avant la guerre. Oui, ils ont beaucoup investi. C'était une manière de couper l'herbe sous le pied de l'Iran. L'Iran qui s'était lui-même beaucoup investi
auparavant, à l'orée des années 2000 jusqu'à pratiquement 2010-2011. Et les Émirats avaient pris le relais. Oui. Mais Abu Dhabi, qui est en train d'avoir et de chercher des pieds-à-terre dans des endroits stratégiques, dans des lieux des verrous stratégiques. C'est aussi un peu les terres arables et les ports. J'y arrive. Oui. Donc, comme à Bab el-Mandeb, quelques îles du Yémen, Socotra dans la mer d'Arabie, Berbera au Somaliland somalien, oui. et des pieds-à-terre, notamment du côté du Soudan. De deux, les Émirats arabes unis sont à la recherche de terres à acheter pour pouvoir produire leurs propres denrées alimentaires. Oui, oui. Et les Émirats, comme beaucoup d'autres pays, ont acheté des centaines de milliers d'hectares dans plusieurs pays africains, y compris le Soudan. Il y a un troisième facteur, le facteur de l'or. Le Soudan est un grand producteur d'or. C'est un grand producteur aurifère et les Émirats, notamment l'Émirat de Dubaï, oui. lorgnent de ce côté-là. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que les Émirats arabes unis s'intéressent au Soudan en tant que pays et entreprennent justement une déstabilisation qui profite aux intérêts émiratis avec l'aide de proxys internes et externes. Oui. Bon, il n'y a pas que les Émiratis qui interviennent dans ce conflit, nous l'avons bien vu. Moukarna et Touarabi, alors il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission, mais il nous reste quand même néanmoins deux questions importantes à traiter. Alors, on en a un peu parlé en début d'émission, mais il serait intéressant qu'on s'y attarde un peu. Alors, quelle est la situation actuellement sur le plan humanitaire? L'aide humanitaire arrive-t-elle dans ce pays qui aujourd'hui boucle son 18e mois de guerre, de crise, de conflit? Au fait, elle arrive, mais à un débit très limité. Oui. Elle arrive, il y a eu une légère amélioration depuis les derniers pourparlers de l'été dernier. Oui. Mais les deux parties n'ont pas respecté leurs engagements. C'est oui. Le constat même du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Aujourd'hui, il y a pratiquement 750 000 Soudanais qui sont touchés par la famine. Vous avez, j'ai déjà souligné qu'il y a 12 millions de déplacés, dont 3 millions ils sont dans les pays voisins, chez les pays voisins, notamment au Tchad. À l'intérieur, la situation elle est cauchemardesque, elle est dramatique. Il y a le choléra qui s'installe dans certains camps, notamment au nord. Vraiment, la situation, il y a 26 millions. Vous savez qu'il y a plus de 50 millions de Soudanais année. Il y a 26 millions qui sont menacés aujourd'hui d'insécurité alimentaire sévère. Oui. Voilà, donc il y a des réfugiés qui sont au Tchad, à peu près 25 000. Il y a au Soudan Sud, il y a aussi un peu en Égypte oui. et également en Libye. Oui. Voilà, donc c'est une situation assez chaotique et dramatique qui a poussé le secrétaire général des Nations Unies à lancer un cri d'alarme justement oui. pour que les combats cessent et pour que les humanitaires puissent entrer et apporter l'aide nécessaire aux populations civiles qui se font massacrer tous les jours. Je voulais juste rebondir un peu sur les soutiens. Il faut savoir que oui. Hamdan Daglo finance sa guerre justement par l'or du Darfour. Oui. Le principal client, et c'est là le lien le plus solide, à mon avis, c'est les Émirats arabes unis. Depuis le début du conflit au Darfour, Hamdan Daglo a créé une société, lui et son frère,
la société Al Hyundai Multi Activities, qui a ouvert une société écran aux Émirats Arabes Unis et qui envoie l'or extrait d'une manière illégale au Darfour aux Émirats Arabes Unis pour qu'il soit blanchi. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à recruter, à financer, et c'est pour ça que les Émirats Arabes Unis qui profitent de cet or à bon marché pour justement continuer à financer la guerre. Très bien. Alors, les Émirats Arabes Unis, mais il y a également le Tchad, le régime de Mahamat Déby Itno qui soutient clairement les FSR en ouvrant son territoire justement pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et le problème, c'est que Mahamat Idriss Déby le fait contre l'avis de la tribu dont il est issu, les Arawa, qui sont victimes de cette guerre au Darfour, effectivement, qui se font massacrer au Darfour. D'ailleurs, ça a suscité tout un débat lors de l'élection présidentielle au Tchad par rapport à ce soutien qu'il apporte aux FSR qui sont en train de massacrer sa propre tribu. Exactement. Alors, Ahmed Kateb, il nous reste à peu près 2 petites minutes avant la fin de l'émission. Alors, on vient de le dire, là, les partis, par leur action, les partis ont déclenché une catastrophe humanitaire d'une ampleur sans précédent dans l'histoire du Soudan et dont les conséquences seront profondes et durables pour le pays. Alors, la destruction des systèmes agricoles, des chaînes d'approvisionnement alimentaire et la restriction de l'accès humanitaire ont créé la plus grande crise de la faim dans le monde. En septembre 2024, effectivement, la moitié de la population du pays, soit près de 26 millions de personnes, se trouvait en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Le système de santé est complètement anéanti, détruit. Les maladies se répandent à une très forte fréquence. Alors tout le monde maintenant soutient la nécessité d'arrêter ce conflit. Vous en avez un peu parlé en début d'émission, mais il serait intéressant qu'on y revienne. Où en sont actuellement les discussions sur le processus de paix? Alors, on le sait, Ahmed Kateb, vous l'avez dit tout à l'heure, le conflit a commencé le 15 avril 2023. Le 5 mai 2023, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont lancé des pourparlers de paix. Où en est ce processus aujourd'hui? Enfin, pratiquement au point mort. Oui. On ne voit pas une sortie de crise, d'autant plus que les deux protagonistes ont décidé d'en découdre militairement. Donc on ne voit pas. Chacun pense pouvoir remporter la bataille. Tout à fait. On ne voit pas le bout du tunnel. Et comme vous le savez, chacun bénéficie de soutien régional extérieur. Oui. Et ça fait du Soudan une guerre civile, mais également une guerre par procuration pour d'autres puissances régionales et internationales. Donc le conflit est régulièrement alimenté. Le conflit pas que régulièrement, est alimenté en permanence par des acteurs extérieurs qui font durer les antagonismes et empêchent toute négociation sérieuse et un processus de paix durable. Ça rappelle justement la fragmentation de la Libye, les massacres et les horreurs en moins, mais on voit que le conflit libyen est un conflit pratiquement gelé. La Libye est scindée en deux. Il y a fort à craindre, justement, que le Soudan suive cette trajectoire et que le conflit, petit à petit, devienne un conflit oublié ou puisse se stabiliser à un seuil minimal de violence et que les deux protagonistes, chacun dirige une partie du pays à partir d'une ville, Khartoum pour le gouvernement et à sa tête le général Abdel Fattah El-Burhan. Et si El Fasher tombe, ça pourrait être une capitale pour les forces de soutien rapide et le général Hamdan Daglo Ahmeti pourra diriger, entre guillemets, un Darfour presque détaché
de l'unité nationale soudanaise. Oui. Alors une dernière petite question, Ahmed Kateb. Alors le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a nommé en novembre dernier un envoyé spécial pour le Soudan. Il s'agit du diplomate algérien Ramtan Lamamra. Alors mercredi, il était justement en Érythrée pour essayer de relancer les discussions entre les deux protagonistes de la crise. Est-ce que vous pensez que Lamamra est un profil, le profil idéal justement pour essayer de mettre un terme à ce conflit qui a déjà fait énormément de victimes? Oui, tout à fait. Ramtan Lamamra était un africaniste. Oui. Il a été commissaire pour la paix et la sécurité, tout à fait. Donc il connaît bien les problématiques conflictuelles en Afrique. Oui. Et je pense que c'était un choix judicieux de la part d'Antonio Guterres que de nommer le diplomate algérien à la tête de cette mission qui n'est pas impossible, disons-le. Oui. Faire rapprocher les points de vue afin d'établir un processus de paix durable au Soudan est à la portée de tout le monde. Et Lamamra, avec ses réseaux africains, pourra, espérons-le, arriver à bon port. Merci beaucoup, Ahmed Kateb. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci également, Moukhalet Torabi, pour avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Mohamed Ifaroujan. À la console technique, il y avait Adel. Nos remerciements vont également à l'équipe multimédia d'Ifriqiya FM qui chaque jour déploie beaucoup d'efforts pour rendre visible notre travail. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.